Salut à tous. En faisant le montage de la vidéo qui va suivre, je me suis rendu compte qu'il manquait quelques informations qui sont relatives à pourquoi et dans quel contexte je fais cette vidéo. Cette vidéo a fait suite à cet article qui a été publié dans La Recherche au mois de juin, le mois dernier quoi. Dans cet article, je cherche à savoir quels seraient les cousins de l'Indominus Rex et l'Indoraptor si c'était de vrais dinosaures. Et ce travail, je l'ai pas fait tout seul, puisque j'ai été accompagné par Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. J'ai aussi Pascal Godefroy et Christophe Hendricks, qui sont deux autres paléontologues qui m'ont aussi éclairé sur quelques points. Cette vidéo, c'est un peu les coulisses de l'article. Je vais vous montrer comment je suis arrivé au résultat du papier qu'on a produit, et je vous mettrai dans la description un lien pour accéder au drive et aux ressources que j'ai utilisées pour que vous aussi, si vous voulez faire la même démarche, vous puissiez le faire. Bon, vous allez voir, la vidéo qui va suivre, il y en a pour une bonne heure, donc il y a du contenu, on va faire la démarche ensemble, pas à pas. Je me tais, c'est parti. Bon visionnage. Bien que je suis pas fan des derniers films de la franchise Jurassic Park et surtout de Fallen Kingdom qui pour moi est une purge, faut dire ce qui est, je dois bien avouer que visuellement et anatomiquement, les deux hybrides, donc l'Indominus Rex et l'Indoraptor, pour moi je les trouve réussis. Et du coup, l'idée m'est venue de voir ce que ça donne si on cherche la position de ces deux dinosaures-là, qui sont pourtant fictifs, dans l'arbre évolutif des dinosaures bien réels. Comme si on avait affaire à deux nouveaux fossiles de dinosaures qui venaient d'être découverts, et les scientifiques ils essayent de savoir, c'est des cousins de quel ou quel dinosaure. Il existe bien plusieurs techniques pour classer les êtres vivants et étudier leur évolution, mais la technique que je maîtrise le mieux et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle la cladistique. Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est, petit retour en arrière. Avant les années 70, on retraçait l'évolution des espèces fossiles de la manière suivante. On trouvait des fossiles qui se ressemblaient mais qui avaient quelques différences, on regardait leur âge, et hop, le plus ancien c'était l'ancêtre, le plus récent c'était le descendant, et comme ça, hop, on avait l'évolution d'un groupe. Cette approche linéaire, c'est ce qu'on appelle l'approche éclectique. Avec cette approche, on pensait que le fossile le plus ancien était l'ancêtre et non le cousin, comme on le fait pourtant aujourd'hui avec la cladistique. Et du coup, vu qu'on pensait que c'était l'ancêtre, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des figures linéaires comme les espèces d'hommes qui se redressent au fil du temps comme ça, ou des figures comme la lignée des chevaux, où ils deviennent de plus en plus grands, et on a le nombre de doigts qui diminue, et ils deviennent de plus en plus brouteurs. On sait aujourd'hui que c'est pas comme ça que ça marche, et que l'évolution elle est pas linéaire, mais qu'elle est buissonnante, avec non pas des ancêtres, mais des cousins. Maintenant, attention, parce qu'il faut pas cracher non plus sur cette approche, qui a quand même permis de mettre en évidence pas mal de scénarios évolutifs, qui pour certains sont encore acceptés par les paléontologues aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'incomplet, mais qui faisait le café pour l'époque, et il y a encore des choses qui sont utilisées aujourd'hui de cette technique. En 1950, Willy Hennig y met au point une nouvelle technique qui permet de classer les êtres vivants en fonction de leur relation de parenté, c'est la cladistique. La cladistique, elle consiste à chercher les ressemblances et les différences chez différents êtres vivants qu'on cherche à comparer. À l'origine, c'était les morphologies, l'anatomie qu'on comparait, mais avec l'avènement de la génétique, c'est carrément maintenant des séquences d'ADN qu'on compare pour savoir qui est cousin de qui. Et autant dire que c'est pas avec la méthode éclectique qu'on pourrait comparer les séquences d'ADN. Autre avantage avec la cladistique, c'est qu'on regarde pas l'âge des fossiles, on s'en tamponne. On bat les couilles. Quand on étudie des groupes de bestioles où on n'a pas de fossiles pendant des centaines de millions d'années, c'est pas grave. Rien à foutre. Comme on l'a dit juste avant, la cladistique elle s'intéresse aux ressemblances et aux différences entre les êtres vivants. La somme de ces ressemblances et de ces différences, ça donne quelque chose qu'on appelle le degré de parenté. Les espèces A et B sont plus apparentées entre elles qu'à une troisième espèce C si l'ancêtre commun de A et de B n'est pas l'ancêtre de C. Ça veut aussi dire que si A et B sont plus proches entre elles qu'avec C, l'ancêtre commun de A et B il est plus récent que l'ancêtre de A, de B et de C. En cladistique, on ne connaît pas d'ancêtre commun puisque les fossiles qu'on a ne sont pas vus comme des étapes. Parce que qui dit étape, dit notion de temps. Et ici, on n'utilise pas le temps pour classifier les fossiles. Les ancêtres communs, qui ont bien existé mais qu'on ne connaît pas, parce que sinon il faudrait connaître tous les fossiles de tous les animaux qui ont vécu sur Terre depuis le tout début, on les connaît pas mais on les imagine et du coup, on les appelle ancêtres communs hypothétiques. C'est là qu'il faut bien comprendre pourquoi il faut parler de cousins et pas d'ancêtres. On va prendre le fossile de Lucie qu'on considère à tort comme la grand-mère de l'humanité et je vais vous montrer pourquoi ça peut pas être notre ancêtre.
Pour cet exemple avec Lucie, on va imaginer qu'il y a une chance sur deux qu'elle se reproduise et que le descendant, ça soit moi, et qu'il y a une chance sur deux qu'elle se reproduise pas, qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc, en une génération, là, dans ce cas-là, la probabilité que je sois le descendant, elle est de 0,5. Maintenant, dans ce cas-là, Lucie a un enfant, et c'est cet enfant qui a une chance sur deux de m'avoir moi comme descendant, ou une chance sur deux de ne pas avoir de descendant tout court. Là, la probabilité que ça soit moi le descendant de Lucie, elle est de 0,5 fois 0,5. Et du coup, la probabilité, elle est de 0,25. Donc j'ai une chance sur 4 d'être le descendant de Lucie, mais il y a 3 chances sur 4 que je ne sois pas le descendant de Lucie. On rajoute une génération encore. Donc là, la probabilité que je sois le descendant de Lucie, elle est de 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Donc elle est de 0,125. Donc la probabilité que je ne sois pas le descendant de Lucie, c'est 1 moins 0,125. Donc elle est beaucoup plus élevée, la chance que je ne sois pas le descendant. On part du principe qu'une génération, ça correspond à peu près à 15 ans. On va dire c'est l'âge de la maturité sexuelle où l'homme peut se reproduire. C'est entre 13 et 15 ans. Lucie, on sait que le fossile il est âgé de 3,2 millions d'années, donc 3 200 millions d'années. Et la génération, elle est de 15 ans. Donc ce qu'on fait, on fait 3,2 millions d'années divisé par 15 ans, qui est l'âge pour une génération, et ça va nous donner le nombre de générations qui s'est écoulé entre Lucie et nous aujourd'hui. Et ce nombre de générations, c'est 213 333. Du coup, la probabilité d'être le descendant, c'est 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5, et on en rajoute des 0,5 213 333 fois au total. C'est comme si on faisait 0,5 à la puissance 213 333, et ça nous donne quelque chose qui est infiniment proche de 0. C'est pas exactement 0, mais c'est 0,00000 et je sais pas combien de zéros, et ensuite un nombre. Du coup, ça veut dire quoi? Si la probabilité d'être le descendant, elle est ultra proche de 0, et la probabilité de ne pas être le descendant, mais seulement un cousin éloigné, elle est ultra proche de 1. Donc, on a plus de chances d'être le cousin de Lucie que son descendant. Et ce raisonnement marche aussi pour plein d'autres bestioles. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le T-Rex qui est le cousin et non pas l'ancêtre des oiseaux. Dernier point avant de commencer, il faut qu'on parle de parcimonie. En cladistique, on utilise ce principe qui veut qu'on choisisse le scénario évolutif où il y a le moins de changements. Si un scénario peut expliquer le passage d'une morphologie à une autre en plusieurs étapes, et qu'un autre scénario peut expliquer le changement de la même morphologie en la même autre morphologie, mais cette fois en une seule étape, on prend celui qui a une seule, ou du moins le moins d'étapes, c'est lui qui est le plus parcimonieux. Dans la nature, on sait que c'est pas si simple que ça, et des fois une morphologie apparaît, puis disparaît, plusieurs millions d'années après, elle réapparaît, on sait pas pourquoi. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Le truc, c'est que utiliser la parcimonie, ça simplifie les choses, et ça permet à nous, en tant qu'humains, d'essayer de comprendre ou d'appréhender l'évolution qui est sinon quelque chose de ultra complexe. Maintenant qu'on sait comment la cladistique marche, en théorie, il est temps de mettre tout ça en pratique. Ok, let's go. La première étape, c'est d'abord de fixer notre question de départ. Ici, c'est l'Indominus et l'Indoraptor qui sont deux dinosaures carnivores, qui sont des théropodes. Et la question c'est, où est-ce qu'ils se situent dans l'arbre évolutif des théropodes? Deuxième étape, on regarde ce qui existe déjà dans la littérature scientifique sur la phylogénie des dinosaures carnivores, puisque c'est le groupe qui nous intéresse. Je commence tout simplement par les Wikipédia français et anglais pour avoir une idée de base. Puis je regarde les sources qui sont données dans Wikipédia et je fais un tour sur le Google Scholar, donc le Google des articles scientifiques, pour trouver des articles qui parlent de ce sujet-là. Il y a Mathieu Carano qui a fait un papier en 2018 avec des collaborateurs qui est pas mal. Il y a Pascal Godefroy aussi avec ses collaborateurs qui a décrit en 2013 Aurornis et qui met une phylogénie des théropodes dedans. Et il y a aussi une très bonne synthèse de Christophe Hendricks et de ses collaborateurs en 2015. J'ai également trouvé ça, des cours de paléontologie sur les dinosaures de l'université de Maryland.
sur la phylogénie et la classification des dinosaures, et c'est un cours qui est rédigé par le professeur et paléontologue Thomas Holz, qui a fait ça pour ses élèves. Alors le truc c'est que j'ai pas trouvé d'article source, donc c'est pas top. Mais j'ai vérifié toutes les phylogénies qui montrent dans ces cours, et ils ont l'air de tout être en accord avec les consensus actuels et les découvertes récentes. Donc je pars du principe que le prof il met quand même à jour le cours qu'il donne à ses élèves. Donc je vais m'en servir comme source, mais je vais quand même croiser avec les articles que j'ai cités précédemment. Troisième étape, il faut choisir nos sujets d'étude, ce qu'on appelle des taxons. On va d'abord prendre nos deux sujets principaux, à savoir les deux hybrides, donc l'Indominus rex et l'Indoraptor. Ensuite, on va prendre d'autres théropodes avec qui on va les comparer. Choisis dans l'idéal des dinosaures qui sont assez bien connus des spécialistes, donc des dinosaures où on a pas mal de restes fossiles pour bien connaître l'anatomie et pouvoir comparer sur pas mal de traits morphologiques. Et on essaye aussi d'avoir des représentants assez diversifiés. Clairement, je vais pas comparer les deux hybrides au Vélociraptor, au T-Rex, et ensuite à 3000 espèces d'oiseaux. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Et aussi, j'essaye de prendre des dinosaures qui sont ce qu'on appelle des porte-noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des genres de dinosaures qui ont servi à nommer des groupes dans lesquels on regroupe des dinosaures. Par exemple, le genre Tyrannosaurus, il a permis de nommer la sous-famille des Tyrannosaurinés et la famille des Tyrannosauridés, et aussi la superfamille des Tyrannosauroïdes. On peut faire ça avec Canis, le genre du chien, avec la sous-famille des Caninés, la famille des Canidés, la superfamille des Canoïdes et l'infrahorde des Caniformes. Il nous faut maintenant aussi des animaux qu'on puisse comparer, mais qui sont quand même assez éloignés pour servir de comparaison un peu plus éloignée justement. Mais il ne faut pas qu'ils le soient trop non plus, parce qu'il faut qu'on ait matière à comparer justement. Ces taxons, ces individus qu'on va comparer, c'est ce qu'on appelle l'extra-groupe, et ça va être super important pour la suite. Il en faut au moins 2, et idéalement entre 2 et 4. Plus il y en a, plus la racine de l'arbre, et donc l'étude est solide d'un point de vue statistique. Et au-delà de 4, bon, ça sert plus à rien, ça nous dessert plus qu'autre chose. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails pour le coup. Dans notre cas, on prend des dinosaures qui sont pas des théropodes. Ils sont proches car c'est des dinosaures, mais ils sont assez différents car justement ce n'est pas des théropodes. Je vais même prendre un dinosauromorphe, donc Silesaurus, qui lui est même pas un dinosaure, mais un cousin très proche. On passe maintenant à l'étape suivante, les caractères. Dans notre cas, il s'agit de caractères morphologiques, mais ça marche aussi si on compare des génomes. On va regarder des organes ou des traits anatomiques, et à chaque fois, on va regarder le même trait, le même organe, mais chez les différentes bestioles, et à chaque fois, on va noter son état. Par exemple, pour le caractère présence de cornes, les états du caractère, ça va être présent ou absent. Pour un caractère couleur de l'œil, les états, ça peut être la couleur marron, bleu ou vert. On peut aussi coder le nombre, comme le nombre de doigts. On peut aussi coder une forme, comme la forme d'un organe. Par contre, il y a des pièges à éviter. Déjà, il ne faut pas coder la taille. C'est une mesure continue, donc la transformer en valeur discrète, il faut créer des catégories. Et les bornes qui vont limiter ces catégories, elles dépendent de la personne qui fait l'étude. Donc ça veut dire que c'est subjectif. Et donc du coup, si on peut s'en passer, c'est mieux. Ça fait un paramètre qui varie en moins. Ensuite, la taille, c'est influencé par l'âge. Un jeune et un adulte, si on n'a que des fossiles, ça peut être très bien considéré comme des animaux complètement différents. Regardez Nanotyrannus et Tyrannosaurus rex par exemple. Dans le doute, toujours préférer les proportions, qui sont des rapports entre les longueurs, que les longueurs elles-mêmes directement. Autre piège à éviter, c'est de confondre les caractères morphologiques qui sont hérités d'un ancêtre commun, ce qu'on appelle les homologies, avec les caractères morphologiques qui se ressemblent, mais qui sont apparus indépendamment, ce qu'on appelle les analogies. Là en exemple, toutes les pattes avant des bestioles que vous pouvez voir à l'écran, ils ont les mêmes muscles. Humérus, radius, cubitus, les os du poignet, de la main, les phalanges. Si toutes les pattes avant, ils ont ces os-là, c'est parce que l'ancêtre commun de toutes ces bestioles avait déjà ces os-là. Par contre, les rayures du zèbre et du tigre, eux, ils n'ont pas de lien. C'est une analogie. Les deux rayures sont apparues indépendamment chez l'un et chez l'autre. Dans notre cas, il faut qu'on étudie des caractères propres aux fossiles des dinosaures carnivores, comme des caractères du squelette. Sauf que, on n'a pas accès à ces informations sur les deux hybrides, puisque dans le film, on les voit en chair et en os, on voit pas les squelettes. Vous imaginez, vous faites un système de classification qui est basé sur des trucs que vous pouvez pas voir sur la bestiole que vous essayez de classifier. C'est con.
On peut regarder la dentition, on peut regarder le nombre de doigts au bout des pattes, on peut regarder la présence d'écailles, d'ostéoderme, de cornes, etc. Maintenant qu'on a choisi les caractères à observer les différents états sous lesquels ils peuvent être, il est maintenant temps de définir quel état est propre à l'ancêtre et quel état est propre au descendant. Pour l'ancêtre, on parle d'état ancestral et pour le descendant, on parle d'état dérivé. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle polariser les caractères. Pour polariser, il y a plusieurs techniques, mais la plus simple, la plus fiable, ça reste la comparaison avec l'extragroupe. Extragroupe qu'on a formé tout à l'heure. Par définition, vu qu'on a vu que les dinosaures de l'extragroupe, ils sont censés être assez éloignés des dinosaures qui nous intéressent et qu'on va étudier. Ils sont censés porter les états ancestraux des caractères. Par exemple, aucune des bestioles, donc les dinosaures et Silesaurus, le dinosauromorphe, qui sont dans l'extragroupe, n'a de plumes, parce que les plumes apparaissent bien plus tard au cours de l'évolution chez les théropodes. On met tout ça sous la forme d'un tableau, les lignes correspondent au sujet d'étude et les colonnes correspondent aux caractères qu'on observe chez la bestiole. Et pour chaque case, on a l'état du caractère présent sur l'animal qu'on étudie. Ce tableau porte un nom, c'est ce qu'on appelle la matrice de caractères. Quand les matrices elles sont petites, on peut les traiter à la main et obtenir le cladogramme, donc l'arbre de classification qui en résulte. Mais au-delà de 5 sujets d'étude et de 5 caractères, ça devient vite compliqué. Il faut alors utiliser des logiciels qui calculent à notre place. Donc sans plus tarder maintenant, on va passer sur l'ordinateur et on va faire la démarche ensemble. C'est parti! Ok, alors là maintenant nous voilà sur Nexus Data Editor, le premier logiciel qu'on va utiliser. Alors c'est un logiciel qui est complètement gratuit, je vous mettrai dans la description le lien pour le télécharger. C'est un logiciel qui date un petit peu, il date de 98, il a été fait par Roderick Page. Donc c'est un logiciel qui des fois patine un petit peu avec les dernières versions de Windows notamment. Alors il y aura toujours quelqu'un qui va me dire « Gna gna gna, faut travailler sur Linux ». Moi je m'en fous, je travaille sur Windows, j'aime pas Linux. Et donc, pensez à sauvegarder souvent. CTRL S est votre meilleur ami. Et donc, à partir de ce logiciel, on va faire la matrice, donc le tableau, avec les taxons, donc les bestioles qu'on va étudier, et les caractères qu'on va comparer. Comment on fait? On va dans File, on en crée un nouveau, et hop, on a un début de tableau. Donc ici on a les taxons, donc c'est les animaux qu'on va étudier. Donc je vais en mettre quelques-uns, je vais mettre Indominus, tac. Alors ici on peut mettre de la description, je vais mettre que c'est un hybride. Et là ici c'est si on veut aller chercher une photo dans notre ordinateur pour affilier un visuel à notre taxon. Donc ça c'est plutôt pratique. J'en fais un deuxième. Indoraptor. Pareil c'est un hybride. Et un troisième, on va mettre Velociraptor. Ok. On ferme. Donc vous voyez, les noms se sont changés ici. Et maintenant, on va faire les caractères. Alors, on va en faire un. On va mettre plume. Regardez s'il y a des plumes. Ça, bon, on n'en a pas trop besoin pour le moment. Je vous montrerai avec un caractère après. Et donc là, l'état ancestral, ça va être l'absence de plumes. Puisque chez les non-théropodes, il n'y a pas de plumes, donc on va mettre absente. Et ici, on va mettre présente en 1. On peut mettre des photos pour avoir un visuel de l'état de caractère ici, je ne vais pas le faire, mais on peut en cliquant là et en allant chercher la photo. Et ici, on peut mettre un descriptif de l'état en question. Donc là, je pourrais mettre le corps est recouvert de plumes. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est histoire de tac. Je peux mettre des notes ici si j'ai besoin, et ici je peux rajouter des photos. Donc là vous voyez, hop, je clique ici, on voit qu'on est sur le caractère plume, et là ici on voit que j'ai cliqué sur l'Indoraptor. On va les faire dans l'ordre. Alors là l'Indominus par exemple, lui il n'a pas de plume, donc on va mettre un 0. Ici 0 absente. L'Indoraptor,
en a 0 aussi. Hop, par contre le Vélociraptor il en a, donc on met un 1. On va faire un autre caractère, sauf que là vous voyez, il n'y en a pas d'autres, il faut qu'on en rajoute. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans Data, ajouter un nouveau caractère. Donc on peut en ajouter plusieurs, je vais en rajouter 3, tac. Et voilà, ça en crée 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire un autre caractère. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. On va faire quoi comme caractère? On va faire nombre de doigts. Alors, le nombre ancestral, c'est 5. C'est une main comme nous. Ensuite, on va rajouter un état où il y en a juste 4 des doigts. Et là, on va rajouter un état. On va rajouter un état où il y a 3 doigts. Ensuite, on va rajouter un état, hop, où il n'y en a que 2. Et puis, on s'arrêtera là. Alors, ce qui est intéressant avec ces flèches-là, c'est que on peut, hop, changer. Regardez, j'ai changé le numéro de l'état qui est associé à mon état de caractère. Ça, c'est pas mal. Alors ça, si je laisse en désordonné, ça veut dire qu'on peut passer de l'état ancestral, donc 5 doigts, à n'importe quel état dérivé. Donc ça veut dire que par exemple, on peut passer de 5 doigts à une main à 2 doigts directement. Sauf que, en général, quand on regarde les taxons fossiles, on se rend compte que les doigts ils disparaissent un peu au compte-gouttes, petit à petit. Chez les dinosaures, au début ils ont 5 doigts, puis chez les théropodes on se retrouve avec 4 doigts, puis ensuite chez certains comme le T-Rex on se retrouve avec 2 doigts. Donc ça se fait dans l'ordre. Et donc du coup, c'est là qu'on peut mettre ordonné. Pour arriver à l'état numéro 2, il faut obligatoirement passer par l'état numéro 1. Ça marche soit dans un sens, soit dans l'autre sens s'il y a une régression, si on passe d'un état dérivé à un état ancestral. Donc là, il faut qu'on mette ordonné. Et là, vous voyez, si je me mets en 2, le nombre de doigts, voilà, on a les états ici, et puis les numéros qui leur sont associés. Alors là, on va faire cela. L'Indominus, il en a combien? Il en a 4. Donc ça correspond à l'état numéro 1. L'Indoraptor, pareil. Par contre, le Vélociraptor, il a que 3 doigts aux mains. Donc c'est le numéro 2. On va en faire un dernier, je vais vous montrer pourquoi on peut laisser les points d'interrogation. Il faut un caractère qu'on puisse pas voir chez les hybrides. On va mettre les vertèbres caudales qui sont bloquées en fait, qui forment une queue rigide. Bon, je vais mettre queue rigide, tiens, voilà. Donc il n'y aura que 2 états, absent et présent. Donc ça, on peut le laisser en désordre, il n'y en a que 2. Tac. Du coup, chez Vélociraptor, le Vélociraptor il a une queue rigide justement, c'est un truc qu'on retrouve chez les droméosaures, donc on va mettre 1. Le truc c'est que chez l'Indoraptor et l'Indominus, on ne peut pas observer les vertèbres, on ne peut pas les voir, puisque on voit l'animal qu'en chair et en os dans le film. Donc du coup, on laisse le point d'interrogation, et lorsque le logiciel qu'on va utiliser va calculer les différents arbres, il va prendre en compte le point d'interrogation et puis il le remplacera par soit l'état ancestral, donc il va dire c'est absent, il va calculer les arbres, soit l'état dérivé, il va dire que c'est présent, il va calculer et puis il verra c'est quoi le plus court, le truc qui demande le moins de changements évolutifs. On peut rajouter des caractères, on peut aussi rajouter des taxons, add taxa, j'en rajoute par exemple 3, voilà. Et donc vous voyez, je peux rajouter ici le tyrannosaure par exemple. Et donc vous voyez, petit à petit comme ça, la matrice s'agrandit et on remplit au fur et à mesure. Alors avant de vous montrer la matrice finale à quoi ça ressemble, on va voir quelques options du logiciel très rapidement. Donc les trucs pour sauvegarder, pour importer d'autres formats, pour exporter en autre format. Ça, c'est des projets sur lesquels je travaille. Vous pouvez l'imprimer, la sortir en PDF. Vous pouvez supprimer des caractères ou des taxons. Là, par exemple, on va supprimer un taxon. Voilà. Hop, il est supprimé. Et on va aussi les changer de l'ordre. Par exemple, je veux que le tyrannosaure il soit tout en haut. Et bah hop, avec la flèche, avec les flèches, on peut changer les ordres. Et hop, ça rechange ici. On peut faire pareil pour
les caractères. Hop. Alors, attribuer des propriétés, ce bouton-là, en fait, il permet de mettre des informations spécifiques à le caractère qu'on étudie sur l'animal en particulier. Si vraiment il y a un truc spécifique, en gros, c'est juste des post-it hein, si on veut marquer des notes par rapport à ce truc en particulier. Si vous avez beaucoup d'animaux, là on voit jusqu'à 36, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein, et que vous cherchez un taxon en particulier, vous pouvez utiliser ce bouton Go to taxon et hop, vous avez toute la liste qui apparaît là, comme ça. Maintenant qu'on a vu comment il marche le logiciel, hop, je vais vous montrer la vraie matrice que j'ai faite avec mes observations et mes notes. Donc voilà la matrice au final. Donc vous voyez, j'ai 31 dinosaures qui me servent pour mon étude, avec 3 extra groupes. Donc Silesaurus qui est un dinosauromorphe, qui n'est pas un dinosaure, Pisanosaure qui est un ornithischien, donc un dinosaure à bassin d'oiseaux, et Platéosaure qui est un dinosaure à bassin de reptiles, un saurisquien, mais c'est un sauropodomorphe, c'est pas un théropode. Ensuite, on a tout plein de taxons qui sont connus assez pour certains, et puis Lindominus et Lindoraptor qui sont les taxons qui nous intéressent. Donc vous voyez, les 1, les 0, quand c'est des chiffres, ça correspond aux états de caractère, des différents caractères qui sont là. Quand il y a des points d'interrogation, c'est qu'on ne peut pas le voir, et quand il y a des traits, ça correspond aussi au fait qu'on ne puisse pas le voir, mais là tout simplement parce que l'organe est complètement absent. C'est pas qu'il n'est pas visible, c'est qu'il est absent. Par exemple, ici j'ai un caractère qui parle des vertèbres et de leur structure. Les vertèbres, je ne peux pas les voir sur Lindominus et Lindoraptor, mais elles sont présentes, c'est juste, je ne peux pas les voir, donc je mets un point d'interrogation. Et par contre, là regardez, ici je parle de la forme des dents, et regardez chez le pigeon, et ben le pigeon il n'a pas de dents, donc je ne peux pas observer cet état de caractère, je ne peux pas observer le caractère tout court parce que l'organe il n'est pas présent. Donc là je ne mets pas un point d'interrogation, je mets un tiret. Autre option intéressante que je vous ai pas montré juste avant, regardez, si vous voulez juste observer la matrice mais vous avez peur de la modifier, vous pouvez utiliser le petit cadenas et là comme ça vous pouvez cliquer, vous pouvez observer mais vous ne pouvez rien modifier, vous ne pouvez pas en supprimer, vous ne pouvez pas en ajouter, vous ne pouvez pas changer les valeurs, vous pouvez juste observer. Donc ça c'est pratique si c'est pas vos données par exemple. Et n'oubliez pas de sauvegarder. Quand on sauvegarde, ça sauvegarde en format Nexus, donc NEX. Et ce qui est très bien, c'est que quand on sauvegarde, le logiciel par défaut fait une copie de la sauvegarde, donc vous pouvez même vous retrouver avec des copies de sauvegarde. Et donc comme ça, même si vous perdez votre matrice originale, vous avez toujours une copie. Donc ça c'est ultra pratique et c'est vraiment un très bon truc du logiciel. Maintenant qu'on a fait la matrice, qu'on a vu comment ça marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au logiciel suivant, on va traiter cette matrice. Et le logiciel qu'on va utiliser, il s'appelle Pope. Donc c'est parti, on lance Pope. Donc quand on arrive sur Pope, ça ressemble à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite importer, hop, notre matrice. Voilà, donc là vous voyez, hop, la matrice est dans le logiciel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, moi j'aime bien commencer par ça, c'est le branchement. Et j'aime bien dire que mon extra groupe que je vais faire, et ben, si on peut faire des liens de parenté dans l'extra groupe, si on peut les résoudre, je veux qu'ils soient résolus. Donc on va cliquer là-dessus. Ça c'est pour que l'extra groupe forme un groupe à lui tout seul, et ça c'est pas très intéressant. Et ça c'est que en gros on résout pas les liens de parenté entre les individus de l'extra groupe. Et ça, moi j'aime pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Tree Drawing. Ça sera pour tout à l'heure. Et moi, j'aime bien quand les arbres, ils sont pas représentés comme ça, mais plutôt comme ça. Bon, vous allez voir, on prend un peu de l'avance pour des trucs pour tout à l'heure, mais vous allez comprendre. Donc moi je veux les laderize right. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va définir notre extra group. On va commencer par ça. Donc define extra group dans data et on va mettre le Silesaurus. Alors on peut aussi faire une sélection multiple. Vous restez sur contrôle et hop, sélectionne les deux, tac. Et
On peut aussi en sortir, en remettre dans le groupe d'intérêt si on veut. Bon là, on laisse les 3 dans l'extra groupe. On clique sur OK. Donc là, il nous dit qu'on en a bien 3 en extra groupe et qu'on en a 28 dans le groupe d'intérêt. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc là, on va aller dans Analyse. Donc on voit qu'on a plusieurs types d'analyse. Donc parcimonie, la vraisemblance et la distance. Ça, on va pas en parler. Nous, on va rester sur la parcimonie. Par contre, on peut faire un petit tour dans les options de la parcimonie. Et notamment, ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est l'optimisation. Le F-value, on s'en fout un peu, ça je vais pas vous en parler. Par contre, Actran et Deltran, ça c'est intéressant. En gros, qu'est-ce que c'est? Actran, c'est pour la transformation accélérée et Deltran, c'est pour la transformation retardée. Quand on a un taxon où on a mis un point d'interrogation, parce que on peut pas voir. Par exemple, là, dans ce cas-là, on sait que A, il a pas de plumes. On imagine, on a une empreinte de peau et on voit que des écailles. C, on sait qu'il a des plumes. Par contre, le taxon B, on a juste un crâne comme ça, on ne sait pas s'il était couvert d'écailles ou s'il était couvert de plumes. On fait comment? Avec Actran, en fait, on va partir du principe que le changement de pas de plumes à des plumes, il se fait relativement tôt. Et que du coup, B et C ont des plumes, B a des plumes du coup, et que l'ancêtre hypothétique de B et de C, lui aussi, il a des plumes. Par contre, si on utilise Deltran, et là c'est l'inverse. On va partir du principe que l'état ancestral, il va rester le plus longtemps possible, et que donc B va avoir le même état que A, à savoir pas de plumes, et que c'est juste C qui va avoir des plumes. En général, les gens ils laissent Actran, mais bon, c'est bien de savoir, si vous voyez dans un article, si c'est marqué Actran ou Deltran, c'est bien de savoir voilà, à quoi ça correspond et d'où ça vient. Nous, on va laisser Actran. Maintenant, on va choisir le type de calcul qu'on va vouloir pour notre analyse. Alors, nous, on va s'intéresser aux 3 premiers, à la recherche heuristique, à la recherche en branch and bound et à la recherche exhaustive. La recherche exhaustive, elle consiste à calculer tous les arbres possibles. Sauf qu'avec une matrice qui comporte 9 taxons, ça nous donne 2 millions d'arbres. Autant dire que dès qu'on a pas mal de bestioles, comme notre matrice, là on en a plus d'une trentaine, l'ordinateur, très vite, il est en PLS. À côté de ça, on a la recherche heuristique, qui en calcule qu'une certaine partie, en ajoutant les taxons petit à petit. Alors c'est plus rapide et c'est plus digeste pour le PC, mais par contre on risque de passer à côté de l'arbre le plus court. Du coup il existe une alternative, et c'est ce qu'on va utiliser, c'est le branch and bound. Comment ça marche? Donc Pope, il prend toute la matrice, et il calcule un seul arbre, au hasard. Et il note le nombre de pas évolutifs, donc le nombre d'étapes ou de changements, et ce nombre, qui s'appelle L, il le met dans un coin. Ensuite, Pope, il va prendre les 3 premiers taxons de la matrice et il va calculer l'arbre le plus parcimonieux, mais juste avec ces 3 taxons-là. Ensuite, il en rajoute un 4e. Et du coup, on obtient 3 arbres. Il prend le premier des 3 arbres, il ajoute un taxon et il recalcule tous les arbres obtenus, du coup, avec les 4 taxons. S'il y a un arbre qui a un nombre de pas évolutifs plus petit que l'arbre aléatoire calculé au tout début, avec le nombre L qui est de mi-côté, et tous les arbres qui ont un nombre égal à L ou supérieur à L, ils sont exclus. Et on garde que les arbres les plus courts. L'arbre le plus court devient la nouvelle référence, il devient le nouveau L. On refait la même chose avec le 2e arbre, on rajoute un 5e taxon, on obtient d'autres arbres, et à la fin, on dégage tous les arbres qui sont plus longs ou égaux au nouveau L qu'on a obtenu. S'il y a un arbre qui est plus court, il devient le nouveau L, le nouveau arbre le plus court. On refait ça avec le 3e arbre, et comme ça, on obtient des arbres les plus courts. Alors ça ne nous donne pas tous les arbres possibles, mais c'est un bon compromis, et à dire vrai, j'ai essayé la méthode heuristique et la méthode branch and bound, j'ai obtenu les mêmes résultats. Bon, par contre, j'ai pas pu faire la méthode exhaustive parce que mon ordi, il allait exploser sinon. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment ça marche, on va le faire. Donc on va dans Analyse. On fait le branch and bound, on touche à rien, on clique sur OK, et hop, de tous les arbres qu'il a calculés, il en a gardé que 6, qui sont les plus courts, qui nécessitent le moins de changements, le moins d'étapes, en fait, entre les différentes morphologies, et ces arbres, du coup, ils ont 107 changements.
Sauf que du coup, on n'en a pas un seul arbre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un seul arbre. Là, on en a 6. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un arbre consensus. Alors il y a plusieurs sortes de consensus. Il y a le consensus majoritaire, le consensus strict et le consensus d'Adam. Le consensus d'Adam, je ne vais pas l'expliquer parce que il n'est pas très intéressant. Donc le consensus majoritaire, c'est le consensus où on va garder les branchements quand on les retrouve dans au moins 50% des arbres qu'on a. Donc là, si on observe une branche entre un certain nœud et puis un taxon qui nous intéresse, et que ce branchement il est présent dans 3 des 6 arbres qu'on a, on le garde. S'il est présent que dans un seul, on le fait sauter. Le consensus strict, il suit le même principe, sauf que on garde les branchements qui sont présents uniquement dans tous les arbres qu'on obtient, donc dans les 6. Parce que là ici on a 6 arbres. C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi. Donc là ici vous voyez, on coche le consensus qu'on veut. Alors moi je prends le consensus strict. On a les 6 arbres qui ont été obtenus ici. Ça on peut le cocher, hop, ça c'est pour enregistrer l'arbre. Donc on l'enregistre en... moi il s'appelle consensus. Vous voyez j'en ai déjà un là, consensus.tre. Et donc ça c'est si on veut l'enregistrer. Et on clique sur OK. Et là, on obtient l'arbre à consensus strict. On commence à avoir un début de résultat là. C'est intéressant. Donc là, on retrouve nos extra-groupes qui sont tout en bas de l'arbre qui est là. Puis ensuite, on a d'autres dinosaures. On a un groupe ici. Ici, on voit que c'est pas très bien résolu parce qu'ils sont tous reliés ici au même niveau. En fait, ils forment pas des groupes de 2 comme on peut voir ici ou ici. Et puis là, après, on voit que c'est assez bien résolu. Sauf là, Therizinosaure et Oviraptor. Alors où est-ce qu'ils sont placés, les dinosaures qui nous intéressent? L'Indominus, on voit qu'il est cousin du Ceratosaure. Donc pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi, je vais vous montrer après, mais déjà on voit qu'il est cousin du Ceratosaure. L'Indoraptor, il est là, du coup sa position elle est un peu plus floue. Donc on voit qu'il fait pas partie de cette grosse famille là, mais il fait pas partie de la grosse famille qui est là. Il est un peu dans un entre-deux assez flou. Donc là, on imagine que j'ai enregistré, hop, l'arbre, comme je vous ai montré, en faisant compute consensus tout à l'heure, et que je l'ai enregistré avec output. On va tester cet arbre maintenant, et on va voir, avec des tests, si on retrouve les mêmes branchements ou pas. Ça va nous permettre de savoir si on a fait du bon boulot déjà. Donc on va maintenant tester la robustesse de notre arbre. Est-ce que nos résultats ils sont solides ou pas d'un point de vue statistique? Déjà on peut regarder certaines valeurs que nous donne le logiciel et qui nous donnent une idée de si l'arbre il est bien résolu ou pas, et si notre matrice elle est bien ou pas. Alors déjà pour obtenir ces indices, il nous faut ouvrir l'arbre consensus. Donc il faut qu'on supprime les arbres qui sont dedans. Donc on nettoie, hop, il n'y a plus rien. Ensuite on va dans obtenir un arbre ou des arbres depuis un fichier. On va dans consensus, hop, et voilà. Donc là, si je vais dans arbre et voir visionner les arbres, hop, il y a un seul arbre qu'on obtient, c'est celui qui est là. Hop, on va le mettre comme ça. Donc voilà notre arbre pour le moment. On veut savoir si ça, c'est pas mal. Donc on va essayer de chercher des indices qui vont nous donner la robustesse de notre travail. Donc on va aller dans Tree et on va aller dans décrire les arbres. On veut décrire celui-là et ce qu'on va faire, alors moi j'aime bien tout cocher pour un peu tout regarder, mais on n'aura pas besoin de tout ça. Et on décrit, hop. Donc là c'est plein de données statistiques et sur la solidité de nos trucs. Alors on n'a pas besoin de tout ça, à part si on fait vraiment de la phylogénie, de la statistique très poussée. Nous déjà, ce qui va nous intéresser, ça va être ça. Donc on voit que la longueur de l'arbre est de 116. Donc c'est plus que les arbres les plus courts qu'on avait calculés qui étaient de 107, mais c'est normal. On a des râteaux à des endroits ici, vous voyez. Donc c'est moins bien résolu, donc forcément on a plus d'étapes. Et donc c'est pour ça qu'on est à 116. Ensuite, on a le Consistency Index, le CI, qu'on traduit en français par l'indice de cohérence. Plus cet indice il est élevé, et plus les caractères qu'on a codés permettent de résoudre les liens de parenté et de créer des groupes. S'il est proche de 1, c'est bien, s'il est proche de 0, c'est mauvais. Là ici,
il est de 0,63, donc c'est pas trop mal. On a aussi l'indice d'homoplasie qui est littéralement l'inverse de l'indice de cohérence. Si les liens de parenté sont mal retranscrits, il va tendre vers 1, et si les liens de parenté ils sont bien retranscrits, il va tendre vers 0. Donc nous on est à 0,37. Alors le problème avec l'indice de cohérence, c'est qu'il tend vers 1 s'il y a des états de caractère partagés qui permettent de faire des groupes, mais s'il y a des états de caractère qui sont propres à un seul animal, ça augmente aussi vers 1. Sauf que s'ils sont propres à un seul animal, on ne peut pas s'en servir pour faire des groupes, puisqu'il y en a un seul. Par exemple, le spinosaure, c'est le seul à avoir une voile dorsale. Du coup, si on mettait un caractère voile dorsale et qu'on mettait que c'était présent chez lui, ça sert à rien, vu qu'aucun autre dinosaure partage ça. Pourtant, ça ferait monter l'indice, le CI, vers 1. Et du coup, c'est pas ce qu'on veut, ça fausse. Pope, du coup, il nous propose d'exclure les caractères qui permettent pas de faire des groupes. Et du coup, d'avoir des indices de cohérence et d'homoplasie plus proches de la vérité. Donc c'est cela là, c'est le CI excluding uninformative characters, donc l'indice qui exclut les caractères non informatifs, qui ne donnent pas d'informations pour faire des groupes. Et là déjà ça va nous donner une idée de si notre matrice elle est bien foutue ou pas, parce que si la valeur elle est différente, mais beaucoup de la valeur de base, ça veut dire qu'il y a beaucoup de caractères qui servent à rien de notre matrice. Là pour le coup j'ai bien bossé sans me lancer des fleurs, parce que le CI corrigé il est de 0,61 alors que le CI de base il est de 0,63, donc la différence elle est minime, donc ça c'est très bien. On a un autre indice qui est intéressant, c'est l'indice de rétention IR. C'est un autre indice qui sert à indiquer si vous avez fait du bon boulot. Lui il se calcule en fonction du nombre de caractères obtenus par convergence qui est censé y avoir hypothétiquement, et le nombre de caractères obtenus par convergence, mais réellement. Donc c'est d'hypothétique sur du réel. C'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Plus il est proche de 1, et mieux c'est. Là on regarde. Notre IR il est de 0,86, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on a l'indice de cohérence à l'échelle RC pour Rescaled Consistency Index, qui est tout simplement le produit, donc la multiplication de l'indice de cohérence IC fois l'indice de rétention IR, tout simplement. Donc là vous voyez ici, il est de 0,54, c'est pas mal. Les F ratio, les F value, je vais pas en parler. Ces quatre indices, ensemble, ils permettent de savoir si votre matrice elle est bien faite, et ça vous donne un aperçu de si votre étude elle est solide ou pas. Maintenant on va plus s'intéresser à l'arbre, et on va faire quelque chose qui s'appelle du rééchantillonnage. Il y en a deux sortes. Il y en a un qui s'appelle le jackknife, donc ça veut dire le couteau suisse, et il y en a un qui s'appelle le bootstrap. Les deux marchent de manière différente, mais les deux nous permettent de tester l'arbre qu'on obtient et de voir si c'est pas mal. On va commencer par le jackknife. Pour faire le jackknife, on va dans Analyse, ici, et on va dans Bootstrap Jackknife, hop, et on coche le jackknife. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va retirer un ou plusieurs caractères, on relance l'analyse et on va faire un arbre consensus avec les arbres les plus courts qu'on obtient en retirant le caractère. On remet le caractère qu'on a retiré et on retire le suivant. On refait un arbre consensus. On rajoute le caractère et on retire le suivant, et ainsi de suite. Donc on va obtenir un arbre consensus pour chaque caractère retiré. Et ensuite, on fait le consensus de tous les arbres consensus pour obtenir un arbre super consensus. Et cet arbre, on va voir s'il ressemble beaucoup à l'arbre qu'on a obtenu en calculant la première fois. Alors on peut retirer un caractère un par un, mais on peut aussi en retirer plusieurs là. Par exemple, si je laisse avec 50% de délétion, ce que je vais faire là, puisqu'il y a pas mal d'études où c'est 50% de délétion, ça veut dire que je vais retirer la moitié des caractères, je vais faire une étude et je vais obtenir un arbre consensus, et ensuite, je remets ceux que j'ai retirés, je retire ceux que j'avais la première fois, j'en obtiens un deuxième et je fais le consensus des deux. Donc on va faire ça, clique sur OK. Alors là, ça veut dire qu'il a calculé plus de 100 arbres, et en fait la limite de stockage c'est de 100. Donc là il demande si on peut augmenter la limite de stockage. Donc oui, nous on veut garder tous les arbres, on met automatiquement augmenter de 100, comme ça on n'a pas besoin de le faire chaque fois, et hop, ça calcule.
Ok, donc là il a fini. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, donc vous voyez, on obtient un arbre ici, comme ça. Et vous voyez, il y a des valeurs. Plus la valeur est élevée, et plus le nœud est solide. C'est les pourcentages en fait d'occurrence des branches. C'est un consensus en fait, hein, comme le consensus que je vous expliquais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on voit qu'il y a quand même des branches qu'on sautait et qu'on retrouve pas dans l'arbre qu'on avait au tout début. Par exemple ici, regardez. Là, on a les noazores qui est branché au même niveau que ce groupe-là et que ce groupe-là. Alors que pourtant, sur l'arbre de base, le noazore, il est mieux branché. Vous voyez, il est cousin de Abelisaurus et Carnotaurus. Et là, pourtant, noazore, eh ben, il est cousin mais de Carnotaurus, d'Abelisaurus, d'Indominus et de Ceratosaurus. Donc voilà un exemple de nœud qui n'était pas très solide, du coup le nœud du noazore, puisque là il a sauté sur cet arbre-là. Pareil pour Pelecanimimus, on voit que là les trois se retrouvent branchés ensemble, alors que sur l'arbre consensus qu'on a obtenu à la base, Pelecanimimus il est branché au groupe qui est formé par Deinocheirus et Ornithomimus. Donc ça c'est pour le jackknife. Le bootstrap maintenant. Donc pour faire le bootstrap, on retourne dans l'analyse, on retrouve là-dedans, et là on met bootstrap. Bootstrap, qu'est-ce qu'il fait? Le bootstrap, il retire aléatoirement des caractères, et il en rajoute à la place des caractères qui sont déjà présents. Donc on va avoir des caractères qui vont être présents 0 fois, ceux qu'on a retirés, mais on va avoir des caractères qui vont être présents 2, 3, 4 fois. Du coup il y en a qui sont majorés par rapport à d'autres. On calcule l'arbre consensus, puis on refait un mélange avec des caractères qui vont être présents plusieurs fois et puis des qui vont être absents. Pareil, on fait le consensus et ainsi de suite. Et on fait ça autant de fois qu'on a de caractères présents dans la matrice. Si on a 30 caractères, eh ben, on fait 30 tirages différents. Et donc à la fin, on va obtenir un arbre qui va être le consensus des 30 arbres consensus obtenus. Donc là, je fais le bootstrap et hop, c'est parti. Et donc là, pareil, on obtient des valeurs avec les branches. Plus les valeurs sont élevées, plus les branches sont solides. Et est-ce qu'on voit des groupes qui ont sauté? Alors là, pareil, noazore, on voit que le branchement, il a sauté. À la Pelecanimimus, là, il est bien branché, là, pour le coup. Et les autres groupes, c'est plutôt bien branché. On va faire un dernier test pour connaître la robustesse de notre arbre, c'est l'indice de Bremer. En gros, au lieu de chercher les arbres les plus courts et d'en faire un consensus, on va chercher à trouver des arbres avec plus de changements, donc moins bien résolus techniquement, et on en fait un arbre consensus. Les nœuds de l'arbre qui sautent dès qu'on prend les arbres qui sont plus longs de 1, ils obtiennent un indice de 1. On cherche ensuite les arbres qui sont plus longs de 2 changements, et on refait le consensus. Les nœuds qui ont sauté ont un indice de 2. On refait ça avec des arbres qui ont de plus en plus de changements évolutifs, donc ils sont de moins en moins bien, jusqu'à ce qu'à la fin, eh ben, on retrouve plus de lien de parenté et que les 30 taxons de notre matrice, ils se retrouvent tous branchés au même niveau parce qu'on n'arrive pas à faire les liens de parenté. Plus le nœud de l'arbre il a un indice grand, plus il est solide, parce que on le retrouve même avec des arbres qui sont moins bien résolus. Et du coup parce qu'il est supporté par beaucoup de caractères étudiés. Alors comment on fait un indice de Bremer? Alors déjà on va effacer l'arbre consensus, on va repartir voilà, sur la base. Donc là on va dans heuristique, on choisit les arbres égal, et là on met 107, donc c'était le score des arbres les plus courts, mais on veut un pas supplémentaire, donc on met 108, on clique sur OK, et donc là on obtient 102 arbres avec un score 207. Si je vais dans Describe Trees, hop, on voit ici, il y a mes 102 arbres. On en fait le consensus strict, on clique sur OK, et là déjà on va voir que il y a des nœuds qu'on sauté. Par exemple, regardez Therizinosaure, Alvarezzosaurus, Oviraptor. Là, ils sont tous branchés pareil, alors que regardez, Therizinosaure et Oviraptor, oui, mais Alvarezzosaurus, il était branché tout seul. Donc ce nœud-là, il a sauté. Le nœud qui est ici a un indice de 1. Est-ce que c'est le cas pour d'autres? Bah oui, là, regardez, Noazore, Ceratosaure et Laphrosaure. Donc là, ça veut dire que ce nœud-là a un indice de 1. Ce nœud-là a un indice de 1. Et ce nœud-là a aussi un indice de 1. Maintenant, on va voir si on fait non pas plus 1, mais plus 2. Donc, analyse. Donc là, hop, on nettoie, Clear Trees. Hop, et là, on met 109.
Et c'est parti. Donc là, il calcule. Ok. On refait le consensus strict. Il y a combien d'arbres? 908. Pas mal. C'est parti. Ah là, déjà, on voit que il y a beaucoup de nœuds qui ont sauté là. On refait la même chose. Bon là normalement à mon avis il devrait pas rester beaucoup de nœuds. Comment on explique que mes nœuds ils sautent vite comme ça? Bah tout simplement parce que ma matrice elle est pas si grande que ça en fait. Et donc bah forcément si c'est un chouille moins résolu, et ça veut dire qu'il n'y a pas assez de caractères pour maintenir ce nœud en fait qui va donner un groupe, et donc du coup on se retrouve avec des liens de parenté qui sautent. Donc là on obtient 5814 arbres avec entre 107 et 110 pas. On fait le consensus. Donc il nous reste quoi? Il nous reste des branchements au niveau proche des oiseaux, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont pas mal de caractères qui permettent de faire des groupes. Par contre, après, hop, tout ça, ça a sauté là. Bon, dans l'ensemble, c'est assez solide. Notre étude, elle manque juste de caractères. Il aurait fallu plus de caractères. Mais après, comme je suis pas un spécialiste des dinosaures, et encore moins spécialiste des dinosaures carnivores, j'ai pas énormément de caractères à ma connaissance que je puisse étudier pour comparer toutes ces bestioles. Donc maintenant on sait que tel nœud est solide et tel nœud est fragile, et nous ce qu'on aimerait bien savoir c'est quel caractère morphologique permet de faire des groupes de bestioles qui sont cousines dans ces groupes là justement. Alors Pope il permet de l'observer mais c'est très c'est pas intuitif. Donc on fait décrire l'arbre. Hop, alors je sais plus c'est caractère diagnostic ou list of apomorphie. Bon c'est pas grave, on va voir. Alors c'est pas celui-là. Ah voilà. Donc c'est apomorphie list. Donc vous voyez, vous avez votre arbre avec les numéros qui correspondent aux nœuds. Là c'est pas des valeurs de solidité, hein, c'est juste pour reconnaître les nœuds. Et nous par exemple, Ceratosaure et Indominus, c'est le nœud numéro 32. Donc entre le 35 et le 32, on va trouver les changements qui font que Ceratosaure et Indominus, ils partagent des trucs en commun et qui sont ensemble. Donc on cherche entre 35 et 32. Voilà. Entre 35 et 32. Donc cornes supraorbitaires. Donc les deux partagent des cornes supraorbitaires puisque le caractère passe de l'état 0 où il n'y en a pas à 1 où il y en a. Ensuite, ils ont des ostéodermes tous les deux. Donc pareil, une chose qu'ils partagent en commun, on passe de l'état 0 où il n'y en a pas à 1. Donc voilà, on sait que Ceratosaure et Indominus, ils partagent ensemble des cornes et des ostéodermes. Donc on peut faire ça pour tous, c'est long et chiant. Il y a des logiciels qui le font, mais moi je le fais à la main, mais c'est long et chiant. Mais on peut le faire. Bon, moi j'ai regardé en détail tous les changements de caractère pour vous faire un petit résumé. L'Indominus, il a 4 doigts par main, et on retrouve pas ça chez les dinosaures carnivores plus dérivés comme les raptors, le T-Rex ou les oiseaux. C'est pour ça qu'il est dans les Ceratosauria qui ont tous 4 doigts aux mains. Il a un museau plutôt arrondi, ce qui le rapproche de Ceratosaure et aussi de Abelisaurus et de Carnotaurus. Sauf que il a un museau long comme Ceratosaurus et il n'a pas un museau court comme Carnotaurus et Abelisaure. C'est pour ça que du coup il est cousin proche de Ceratosaure. On dit qu'il est son groupe frère. L'Indoraptor maintenant. Alors l'Indoraptor c'est plus compliqué. Il a 4 doigts à chaque main aussi, comme l'Indominus. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt vers les premiers dinosaures carnivores. Par contre, il a pas mal de trucs que lui seul possède, comme par exemple la posture quadrupède. Il possède aussi des caractères qu'on retrouve chez d'autres dinosaures mais qui sont apparus de manière convergente, de manière indépendante, comme la griffe raptorienne au bout du pied, qu'il a comme le Vélociraptor, mais en fait là, l'analyse montre que la griffe des raptors est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. Du coup, c'est difficile d'aller plus loin dans le lien de parenté que de dire qu'il est à mi-chemin, entre guillemets, entre les dinosaures, entre les premiers qui sont apparus, qui ont des caractères très ancestraux, et les dinosaures plus dérivés comme le T-Rex, les raptors et les oiseaux. C'est compliqué d'aller plus loin que ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il est représenté un peu au niveau d'un râteau. Vous voyez, il est avec plusieurs liens de parenté au même niveau. Juste avant d'analyser un petit peu maintenant les résultats qu'on a obtenus d'un point de vue anatomique, mode de vie, etc.
Je vais vous montrer un petit peu comment on peut jouer avec la visionneuse du logiciel Pope. Donc on va dans Print View Trees. Donc là, on est en mode cladogramme normal. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas de notion de temps ni rien. Tous les taxons sont au même niveau ici. Vous voyez, avec les noms. On peut passer au mode phylogramme. Et là, en fait, les branches, plus elles sont longues, plus il y a de changements, plus il y a d'étapes, plus il y a de pas évolutifs. Là, vous voyez, ici, vous avez l'échelle, un changement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, par exemple, il y a beaucoup de changements. Donc ce groupe-là, ici, il est porté par beaucoup de changements. Par contre, regardez, par exemple, le groupe ici, Therizinosaure, Oviraptor, Troodon, Vélociraptor, etc., par rapport au Alvarezzosaure, il y a un seul changement entre le groupe de Alvarezzosaure et le groupe du reste en bas ici. On retourne en phylogramme. Il y a aussi d'autres manières de les afficher. Vous pouvez les afficher en travers, comme ça. Vous pouvez les afficher en cercle. Et vous pouvez même les mettre en non enraciné. Alors c'est un peu le bordel. En fait, souvent quand on est en non enraciné, c'est quand on n'a pas d'extra groupe. Comme on n'a pas de groupe de référence un peu éloigné pour polariser nos caractères, on ne peut pas connaître l'ancêtre et on ne peut pas connaître le descendant. Du coup, on peut juste montrer qui est plus proche de qui, mais on ne peut pas montrer d'ancestralité. On peut dire ça comme ça. Mais nous, on n'a pas ce problème puisqu'on a un extra groupe. Donc ensuite, on peut retirer les noms, mais ça c'est pas très intéressant. On peut changer les marges, etc. Maintenant qu'on sait ce qui les différencie et ce qui les regroupe des autres, on va essayer de faire un petit peu d'anatomie et de mode de vie. On va commencer par l'Indominus rex. Quand on regarde l'Indominus rex, qu'est-ce qu'on observe? La mâchoire, elle est puissante et bien développée, mais contrairement au T-Rex où c'est la mâchoire qui fait tout le boulot, on voit ici qu'il a des bras aussi développés. On voit qu'il a une sorte de pouce à chaque main qui permet de saisir les objets. Quand je vois ça, moi j'en arrive à la conclusion que ses bras, ils ont un rôle important dans son mode de vie, dans la nature. Je le vois bien chasser en immobilisant sa proie sur le sol, puis en l'achevant avec une morsure à la tête ou à la gorge. C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand il se bat dans Jurassic World contre l'ankylosaure par exemple, ou contre le T-Rex. Il plaque sa proie au sol avec ses bras puissants, puis ensuite il broie la tête, la nuque, avec sa mâchoire, du moins il essaye. On peut aussi parler de sa teinte plutôt claire. Les animaux qui vivent dans les milieux fermés forestiers ont en général une robe foncée, marron ou noire. Par contre, les animaux des plaines, et ça se voit encore plus avec les animaux du désert, ils ont tendance à avoir une robe bien plus claire. Avec une peau grise claire, l'Indominus rex aurait pu être, je pense, un grand prédateur dans des environnements secs, rocailleux, avec très peu de végétation. Pour finir, son dos est recouvert d'ostéodermes, c'est des petits os qui sont incrustés dans la peau. On retrouve ça chez certains crocodiles, mais aussi chez certains dinosaures carnivores comme Ceratosaurus, et même des dinosaures herbivores comme Ankylosaurus, qui est un sauropode du sud de la France. Chez les crocos, on pense que les ostéodermes y servent à plusieurs choses. C'est déjà une formidable armure pour les animaux qui ont pas mal de prédateurs ou tout simplement chez qui il y a du cannibalisme ou des interactions assez violentes, genre des combats entre les mâles ou pour les femelles. Chez l'Indominus, je le vois bien avoir un rôle défensif pour se protéger des morsures sur le dos et dans le cou de ses congénères. Les ostéodermes, étant de l'os, sont aussi un réservoir de calcium. C'est la sécheresse, c'est la dèche, il n'y a rien à bouffer, vous êtes en pleine croissance. Mais grâce à vos ostéodermes, le corps il va puiser le calcium qu'il a besoin dedans. Si on part du principe que l'Indominus y vivait dans des zones semi-désertiques, et bah ça marche. On a des saisons fortes avec parfois pas de flotte, pas de bouffe, et du coup, pour survivre, il puise dans ses ostéodermes. L'Indoraptor maintenant, alors lui d'un point de vue biologique c'est mon préféré, un des deux, clairement. Déjà il a un corps qui est beaucoup plus élancé. Les infos qui sont données par la franchise disent qu'il fait 7 mètres de long pour un poids d'1 tonne. C'est le poids d'un cheval de trait, genre un percheron, pour vous donner une idée. Si on regarde au niveau de la tête d'abord, on voit que ses dents sont assez fines, incurvées, qui sont très écartées les unes des autres. On retrouve ça chez des dinosaures qui sont plutôt piscivores, qui mangent des poissons, comme le spinosaure. Il a plus une dentition qui correspondrait à attraper des proies glissantes pour percer et retenir.
On n'est pas sur des grosses dents en couteau qui coupent comme les allosaures, ou des grosses dents en pointe qui arrachent comme les T-Rex. Si on regarde les bras, on voit qu'ils sont longs, qu'ils servent à la locomotion et qu'il y a à chaque main un pouce opposable. C'est plutôt des attributs d'animaux arboricoles à la base, même si avoir un pouce, c'est pas obligatoire pour pouvoir vivre dans les arbres. Il suffit de regarder les coatis. S'il avait été plus petit, genre de la taille d'un gros félin, je l'aurais bien vu en tant qu'animal arboricole et ça aurait été super. La grosse griffe qu'il a au pied, elle aurait pu servir à ce qu'il s'agrippe à l'écorce des arbres, en chassant à l'affût et en se jetant sur sa proie. Mais là il est trop gros, un animal d'une tonne dans les arbres c'est compliqué. À part sur un séquoia géant, je le vois mal grimper à un arbre et je vois mal l'arbre supporter son poids. Avec tout ça, moi je vois bien l'Indoraptor comme chassant dans un milieu marécageux de mangroves, chassant des gros poissons. Avec son agilité, je le vois bien se frayer un passage entre les grosses racines de palétuvier, entre les troncs d'arbres immergés ou les troncs d'arbres de la jungle tout simplement. Un petit peu arboricole, qui n'hésiterait pas à jeter à l'eau comme un jaguar. Moi je vois bien vivre comme un jaguar aujourd'hui. Sa robe écailleuse noire, elle aurait été sélectionnée au cours de l'évolution pour lui donner un avantage, parce que justement dans la jungle, dans les forêts denses, il y a peu de lumière qui atteint le sol. Donc avoir une robe sombre, ça donne un avantage évolutif. Pour finir cet épisode, on va essayer d'extrapoler à quel moment et à quel endroit ils auraient pu vivre, l'Indominus et l'Indoraptor, si c'était de vrais dinosaures. Commençons par l'Indominus. Le dinosaure le plus proche de lui, c'est le Ceratosaure, qui vivait au Jurassique, en Amérique du Nord, mais aussi en Tanzanie, au Portugal, en Suisse et en Uruguay. Les abélisauroïdes, qui sont les cousins un petit peu plus éloignés, comme Abelisaurus et Carnotaurus, y vivaient aussi sur les continents de l'hémisphère sud. Je vois donc bien l'Indominus vivre dans des environnements arides du centre du Gondwana, qui regroupait l'Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie. Pour l'Indoraptor, c'est un peu plus complexe. On a dit qu'on l'imaginait bien comme un animal de mangrove ou de jungle littorale, et au Crétacé, le niveau des mers est assez haut, et il y a beaucoup de mers intérieures, comme en Amérique du Nord. Je le vois bien jouer le rôle de prédateur piscivore opportuniste de cette période, sur les rives d'une mer intérieure comme la mer intérieure nord-américaine ou la mer Pébas en Amérique du Sud. Je vois bien vivre sur des îles de l'archipel qui était l'Europe du coup durant le Crétacé. On arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je trouve ça cool d'utiliser la franchise Jurassic Park pour vous montrer un peu les coulisses de la cladistique et de comment on obtient ces fameux arbres qu'on peut voir dans les articles parfois scientifiques où on voit les relations de parenté entre les animaux ou même les plantes qui nous intéressent. Donc là, avec les outils que je vous ai donnés, non seulement vous allez pouvoir le refaire vous-même si vous voulez, mais vous pourrez aussi avoir un œil un peu plus critique quand vous regarderez un article. Comme d'habitude, pour supporter la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous l'avez aimée, vous mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous mettez un pouce rouge. La petite cloche, comme ça, vous ratez rien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut.